Salut à tous et bienvenue sur ce podcast Atomic Leaders. Je suis Romain Tisné, je suis le fondateur de Talentler, c'est une société qui accompagne les organisations et les talents sur tous les sujets people et du leadership. Ce podcast, d'où ça vient? En fait, avec Clément Trinquart et Florent Cochet, mes associés sur Club Trust, on a lancé un podcast vidéo, le Talent Club, que je t'invite à suivre sur YouTube et LinkedIn. En faisant cet exercice, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir un format un peu plus court en audio pour interviewer des managers et des leaders du quotidien, pour documenter tous les apprentissages et puis surtout leurs best practices qui nous font avancer et justement qui nous font progresser. Et c'est là que ce podcast est né. Atomic Leader, le podcast, c'est parti. Bienvenue à tous dans ce deuxième épisode des Atomic Leaders. Au premier, on essuyait les plâtres. Là, on a déjà un peu progressé. Et ce coup-ci, on est avec Martin. Salut Martin. Salut, comment vas-tu? Très bien, et toi? Pas mal du tout. Je suis ravi que tu m'invites sur ton podcast et puis j'espère pouvoir être utile. Écoute, on va voir ça ensemble, mais a priori, si j'ai pensé à toi, c'est que j'avais pas trop de doutes là-dessus. Alors, pour les auditeurs qui nous voient pas, faut savoir que Martin, il nous a fait aussi, donc là on est en audio, mais il s'est fait un super setup pour justement que le son et que tout marche. Donc normalement, on va avoir un épisode de qualité pour tout le monde. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, je rappelle un tout petit peu les règles. Le podcast va durer entre 15-20 minutes. L'idée, c'est qu'on ait quelques premières questions où Martin, tu vas pouvoir te présenter, raconter un peu ton histoire. Et puis après, en fait, il y a des questions qui vont être envoyées un petit peu au hasard sur le management, le leadership, auxquelles tu vas pouvoir répondre. Et la règle du jeu, c'est qu'on ne coupe jamais, parce que ce qu'on essaie de viser, c'est un échange authentique qui apporte le plus de valeur possible. Est-ce que ça joue pour toi? Ça joue pour moi, Romain. On peut y aller. C'est bon, impeccable. Bon, tu nous racontes un peu alors ton histoire de leader. Raconte-nous un petit peu d'où tu viens, ce que tu fais et comment tu t'es construit comme leader. Oui, avec grand plaisir. Donc, j'ai rejoint la société Grant Thornton il y a à peu près 9 ans. Okay. Et j'ai pas quitté toujours. Je me plais bien dans cette structure. Okay. Et comme tu sais, en fait, le chemin de carrière a débuté de manière assez standard pour ce genre de cabinet. Ouais. Et après un tout petit peu moins de 3 ans, un événement un petit peu inhabituel a eu lieu dans la firme et dans la carrière, qui a fait que on s'est retrouvé finalement plus qu'à 2 personnes dans un département qui en faisait à son point culminant 7. Ok. Et en fait, à partir de là, c'est là où j'ai pu avoir l'occasion de me développer en fait pour reconstruire, si tu veux, une équipe, okay. Reconstruire un département. Et donc j'ai été épaulé à l'époque par une personne qui est une amie maintenant, qui s'appelle Clotilde. Et en fait, je dirais, c'est ce gros événement-là qui a fait en fait que je suis devenu maintenant aujourd'hui un leader, pour reprendre ton terme en tout cas, d'équipe. Ah, c'était le tournant du match. Donc, en fait, t'as commencé le leadership par une phase de reconstruction. D'un côté, il y a la page blanche au départ. Et en même temps, il y a un passé qui existe quand même. Ça doit être intéressant comme projet, ouais. Il y a complètement ça, parce que en plus, étant à l'époque assez jeune dans ma carrière et quelque peu inexpérimenté dans le management de gens et autres, ça a d'abord été surtout apprendre à m'autogérer, à alimenter mes propres projets, mes propres tâches, etc. Et pouvoir petit à petit commencer à construire, avoir cette vision en fait long terme de où est-ce que je veux être, où est-ce qu'on veut amener cette équipe. Et je trouve qu'aujourd'hui, si je regarde dans le rétroviseur, je trouve que on s'en est très bien tiré. Ouais, c'est plutôt chouette comme storytelling. Et puis c'est vrai que c'est une expérience pas commune en termes de leadership là-dessus. Une question que j'aime bien poser, c'est tes grandes convictions en fait. C'est quoi les grandes convictions qui t'ont drivé et qui ont fait que ce projet-là, il a pu prendre cette forme-là? Je pense que déjà dans les grandes convictions, c'est que le leader n'existe pas. C'est un peu cliché, mais le leader n'existe pas sans le collectif. Ouais. Tu veux dire dans le collectif, il doit être dans le collectif. En fait, il faut déjà un collectif pour qu'il y ait un leader. Ouais, ok. C'est ça que je veux dire. Je vais faire une petite blague, mais tu sais, je suis belge et en Belgique, on détient toujours le record du monde d'absence de gouvernement. Et pourtant, le pays, il a tourné tout seul pendant 1 an et demi. Ouais, ok. Et donc, c'est peut-être inspiré de ça, mais je me dis, en fait, le leader, s'il n'a pas de collectif, déjà, il est rien. Donc, c'est plutôt le collectif qui va valoriser son leader, si tu veux. Ok.
Ouais. Donc le collectif valorise le leader et le contraire est vrai aussi, mais les deux marchent ensemble. Voilà, le contraire est vrai, mais moi je voyais surtout le collectif comme la base qui va ensuite valoriser le leader. Ok. Et puis à côté de ça, tu as les grands classiques où, et si je fais le parallèle avec mon histoire, c'était bien avant en fait, c'est d'avoir cette vision. En fait, le leader doit avoir une vision de où il veut aller, un objectif. Il faut que ce soit évidemment un objectif réaliste, mais il doit avoir cette vision pour lui, pas que pour lui, mais surtout pour le collectif en fait. Ouais. Et surtout, il doit être capable de la communiquer en fait et de la transmettre au collectif, parce que si le collectif ne sait pas où il va, ben Ok. c'est compliqué. Donc, une capacité à l'expliquer, à se faire du storytelling autour de cette vision-là, quoi. Ça, le communiquer aussi, tu vois, de garder les gens intéressés de pourquoi ils se lèvent tous les matins. Ok. Ouais, il y a un côté reconnexion des gens à la vision du collectif. Ok, très clair. Il y a enfin, les leaders que tu as rencontrés, toi, dans ta carrière, des chefs qui t'ont inspiré ou des super leaders qui t'ont vu, ou d'ailleurs que tu as vu peut-être même pas avec toi, mais que tu as vu évoluer à côté de toi. Il y a des gens qui t'ont inspiré là-dessus et quelles qualités ils avaient? Ouais, j'ai rencontré, ça c'est l'avantage d'être consultant, c'est que tu rencontres beaucoup de gens. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a quelques personnes que j'ai rencontrées, bon, qui en plus du côté leadership ont le côté charismatique. Et ça, c'est quand même, quand tu combines les deux, c'est quand même intéressant. Mais je dirais, au plus proche de moi, en tout cas dans l'environnement quotidien dans lequel j'évolue, je dirais une des grandes qualités que j'ai remarqué, c'est l'écoute attentive en fait. C'est le leader, il est capable d'écouter, de digérer l'information avant après de rebondir dessus. Ok. Quelque chose qui est très appréciable aussi et apprécié. Moi, j'aime bien des leaders autour de moi qui communiquent pas le stress, si tu veux. Ok. Ouais, il y a une capacité, ils ont une capacité à pas le communiquer, c'est-à-dire Ouais. à l'absorber ou du moins à minimiser la contagion. C'est ça, tu sais, tu vas voir ton N plus 1, il y a un problème, etc. Et la personne a toujours ce côté détendu, d'apaisement, de pouvoir calmer la personne qui est stressée derrière et dire Ouais. non, ça va bien se passer, on va faire comme ça, qu'est-ce que tu proposes, etc. comme solution, blablabla. Ok. Ouais, donc quelqu'un qui a un petit effet apaisant dans les moments Ouais, où ça chauffe un peu. Ok. ouais, ouais. Très clair, très clair. C'est vrai qu'effectivement, puis en plus dans les métiers du conseil, c'est un truc qui peut arriver by design, hein, parce que les missions sont stressantes et qu'il y a la pression qui est transférée aussi sur vous. Ouais. Ok, super. Qu'est-ce qu'on fait? On attaque la roue de la fortune. Donc, comme je le rappelle, pour ceux qui connaissent pas le podcast, moi j'ai des questions au hasard avec une espèce de roue de la fortune. J'appuie et les questions sortent au hasard. Donc, il n'y aura pas de transition entre les questions. Et la première question qui sort, elle est intéressante. C'est quoi ton rapport à l'erreur? Bon, elle est intéressante celle-là. Sympa de commencer par celle-là. Bah écoute, si je vais reprendre le vieil adage un peu nul, mais il y a que ceux qui font rien, qui restent immobiles, qui font pas d'erreur déjà. Ouais. Donc dans l'erreur, il y a le côté finalement, on a fait une erreur, mais parce qu'on a essayé quelque chose. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Je pense que l'important dans le rapport à l'erreur, c'est de créer le climat, l'environnement qui pénalisera le moins possible le fait de faire une erreur. Ok. Donc, il faut laisser un terreau fertile pour que les gens puissent trébucher. Il faut faire des erreurs. Ça fait partie de l'apprentissage. Il faut que l'erreur soit faite, entre guillemets, de bonne foi. Et l'important, c'est d'apprendre, retracer la cause. Tu connais la traiter pour pas répéter. Un âne, il trébuche. Enfin, j'ai toujours entendu dire, un âne ne trébuche jamais deux fois sur la même pierre. Bah, c'est un peu cette idée-là. Ouais, clairement. Après, quand tu dis créer un environnement sécurisé, tu fais référence à genre enfin, la sécurité du collectif où tu dis en fait je mets les gens sur des choses qu'ils maîtrisent moins à des endroits où c'est moins risqué au global, un peu dans la logique je sais qu'il est moins confortable, mais je mets des matelas autour au cas où ils tombent. Ouais. C'est plutôt dans cette logique-là, hein. C'est dans cette logique-là. Il faut que les gens se plantent, il faut que les gens fassent des erreurs parce que c'est en faisant l'erreur, souvent, malheureusement, ou heureusement, parfois, qu'ils vont apprendre. Donc, parfois, c'est un cassage de gueule maîtrisé. Ok. Ouais, c'est ça. On regarde dans quel sens ça va tomber. Ok, très clair. Merci. Bah, écoute, je rappuie sur notre super roulette de la fortune. Et la prochaine question qui sort,
c'est en fait, quels sont tes objectifs de développement pour ta propre posture? Ouais, en fait, la question, elle vient du fait que moi, ce que je vois au contact des leaders, c'est que souvent, ils ont un projet pour eux-mêmes. C'est-à-dire, en fait, ils regardent un peu comment ils veulent travailler leur posture. Enfin, voilà, ils prennent une direction pour eux-mêmes. Qu'est-ce que tu as comme plan pour toi-même, toi? Je dirais, euh, là où je suis actuellement dans mon rôle aujourd'hui au quotidien, je dois former les futurs managers et des futurs leaders de demain pour pouvoir, moi, derrière, après, si tu veux, évoluer vers un nouveau type de rôle, de nouvelles responsabilités et autres. Donc, ma posture, finalement, aujourd'hui, c'est une posture de, de former, en fait, De des humains. transmission. Transmission de savoir, transmission de soft skills. Euh, ouais, c'est ça. Ok. Donc toi, tu dis, voilà, mon développement, c'est ça, c'est d'être dans une forme de transmission pour pouvoir justement bah, empowerer les gens et qu'ils puissent à un moment donné reprendre la place. C'est vrai que dans des environnements comme les tiens, c'est des processus assez standards, on va dire, d'évolution. C'est vrai que dans certaines sociétés, il y a la logique de prendre ma place et donc qu'est-ce que je fais après, mais c'est vrai que chez vous, ça s'applique un peu moins. C'est Ok, ça. Il faut que je puisse me rendre super. inutile. Voilà. Ok, très clair. Qu'est-ce que tu aimerais tester dans l'animation d'un collectif? Tiens, ouais, ça serait quoi le truc que tu aimerais tester et que tu n'as pas eu encore l'occasion ou la possibilité de mettre en place? J'adorerais faire des évaluations, soit des évaluations 360, Ouais. soit, j'ai appris ce terme il y a pas très longtemps, des holacraties. Ok, vas-y, tu nous expliques? Des holacraties, bah alors de ce que j'ai compris qu'on m'a décrit, c'est en fait le collectif va se réunir, on va tous se mettre autour d'une table et on va discuter, évaluer, toujours de manière constructive et bienveillante, donner du feedback à une personne. Ok. Et on Euh, passe de personne en personne et alors tout le collectif en fait peut dire un feedback constructif pour que la personne s'améliore, mais aussi un feedback positif pour dire là tu as très bien fait les choses, là on est content de ce du résultat de la recette que tu as faite, continue comme ça. ok. Et donc là, le mécanisme, il est basé sur la réciprocité, c'est-à-dire que tout le monde se prononce sur tout le monde. Ouais. Ouais, ok. Ouais, c'est Et, intéressant à mettre en place. ouais, et puis ça, j'imagine, en tout cas je suppose, ça va créer finalement le lien de communication, ça va réanimer le lien de communication entre les gens parce que tu peux vite te retrouver dans des situations où tu prends sur toi, tu gardes pour toi, tu intériorises et puis tu gardes cette frustration. Alors que là, c'est un bon moyen, je trouve, de la communiquer en temps et en Ok. heure. Ok, ouais, très clair. Ouais, à mon avis, il y a des précautions de cadre à prendre, mais Ouais. c'est intéressant comme feedback. Faut voir la taille du groupe et tout, mais ouais, c'est un truc intéressant. Peut-être que je vais le tester aussi. Merci. Nouvelle question, comment tu gères le doute? Ouais, comment tu gères quand tu sais pas? Euh, En fait, déjà, j'essaye d'avoir, si possible, un plan B pour un peu toutes les situations, Ok, de pouvoir rebondir sur mes pattes. Mais l'important, c'est de rester calme, en fait, de pas paniquer, rester calme, prendre du recul sur les choses. Euh, mais le doute n'est pas quelque chose qui doit faire peur. Enfin, moi, personnellement, ça me fait pas peur d'avoir un doute sur un sujet à un moment. ok. Donc toi, ton point de vigilance, c'est de dire, moi, en fait, le seul risque que je vois dans le doute, c'est le fait que ça me fasse gesticuler dans tous les sens. Donc en fait, le point de vigilance, c'est de faire attention à rester calme, c'est-à-dire à pas entrer en vibration, quoi. Rester calme. Et puis, alors, l'histoire de plan B, c'est aussi très théorique parce qu'on peut pas, il y a tellement de choses qu'on peut pas prévoir dans le quotidien, dans ce qui va arriver, dans les actions qu'on Ouais. mène et les événements extérieurs. Euh, le doute fait partie de notre quotidien, ça fait partie des changements auxquels on doit faire face. Et puis, l'important, c'est ça, c'est rester calme, prendre les choses comme elles viennent et être capable d'y répondre, de réagir vite. Mhm. Ok, ouais, donc garder de la vélocité justement pour pouvoir réagir, parce que quand tu sais pas, faut réagir. Ok, super. Le jour où tu es devenu manager, qu'est-ce qui a immédiatement changé dans ton quotidien? Bah, c'est intéressant en plus parce qu'au vu de ce que tu nous as raconté en introduction, toi, il y a eu une forme de déclic hein, avec ces événements-là qui vous ont un peu à un moment donné mis à deux à un endroit. Qu'est-ce qui a changé tout de suite en fait? Alors, ça va paraître peut-être étonnant comme réponse, mais la chose qui me vient à l'esprit quand tu poses la question, c'est d'être plus pris au sérieux à l'extérieur. Ah, ok. Donc en fait, c'est le titre qui C'est t'a donné une forme de crédibilité externe. euh,
Ben, l'accession, si tu veux, au grade de manager, elle est venue parce qu'il y avait déjà la crédibilité dans les Professionnel? certaines crédibilités professionnelles, mais c'est vis-à-vis parfois de certaines personnes à l'extérieur de mon équipe, mais aussi également pour les clients avec qui on travaille, les parties avec qui on travaille. Euh, j'ai eu une vague, si tu veux, de réponses ou de réactions où les gens se disent, ah tiens, Martin est manager. Là et maintenant, peut-être il y a, si tu veux, une reconnaissance de la crédibilité, si tu veux. Et enfin, l'exemple qui me vient toujours en tête, c'est d'assister, par exemple, mes équipes pour atteindre un objectif ou récolter de la documentation. Typiquement, ben quand je faisais des relances, là, je voyais le poids que j'avais. En fait, je me sentais plus écouté et c'était vraiment le premier truc qui est arrivé après. C'était le changement que j'ai vu le plus, en tout cas. En fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que dans ton propos, il n'est pas tellement question du statut, mais par contre de ce que ça t'a permis de faire pour aider ton collectif. C'est-à-dire, en fait, du coup, ça t'a mis dans une meilleure posture pour les aider quand eux, ils étaient peut-être plus en difficulté ou un peu dérangés sur certains trucs. Et donc, du coup, tu as pu venir en appui un peu plus fort. Ok, ouais, c'est Ouais. intéressant. J'avais pas du tout imaginé ça. C'est quoi la qualité, toi, perso? Enfin, alors après, bon, c'est parfois un peu prétentieux, mais c'est quoi le truc, toi, que tu fais plutôt bien? Alors, soit parce que tu penses, soit parce qu'on te l'a dit, et qui, tu penses, qui t'aide au quotidien? Je suis quelqu'un de très très calme. Je suis pas vraiment la personne qui va animer une soirée, qui va être le centre de l'attention. Et je dirais, naturellement, j'écoute énormément plutôt avant de parler ou de m'insérer dans des discussions de manière active. Ok, Et je crois que c'est cette écoute en fait qui me sert bien aujourd'hui, si tu veux. ok, ouais, t'as ce temps. D'ailleurs, on le voit même dans notre échange, hein, t'écoutes bien les Mm. questions et tu prends ce temps-là, effectivement, et c'est intéressant d'avoir ça. Là, j'ai une autre question qui tombe, alors sans lien, évidemment, hein, sans transition. C'est quoi le tuyau que tu as découvert sur le tas et que tu pourrais donner tout de suite à quelqu'un qui est manager, là, demain, pour lui faire gagner du temps? Euh, Bah, sans transition, mais ça va faire la transition quand même avec mon propos précédent, c'est de maintenant tu es quelque part investi d'un certain pouvoir grâce à ce poids que tu as avec ton titre, Ouais, c'est de pouvoir l'utiliser à bon escient. ouais, Parce que si tu l'utilises tout le temps ou que tu forces en fait ta posture, tu vas te décrédibiliser. ouais. Et puis un truc qui m'a bien servi également, c'est con, c'est bête, mais c'est faire du feedback positif. Ok. Ouais, donc C'est pouvoir reconnaître voilà, pouvoir reconnaître en fait ce que le collectif et les individus qui le composent font bien. ouais. Donc prendre ce temps-là, en fait, hein, sacraliser du temps pour faire ce truc-là. Ok. On dit souvent qu'il faut motiver son collectif. Toi, c'est quoi ta méthode pour motiver les gens en général? Après, Ouh, c'est pas facile ça comme question. non. Euh, Parce que t'as vraiment le côté motivation d'un groupe professionnel Ouais, qui est pas du tout la même, par exemple, avec la motivation d'un groupe, je sais pas, sportif, où tu ouais, vois, c'est pas une équipe de foot qui va jouer une finale de Champions League, bah, on sait pourquoi ils y vont, c'est pour la gloire, pour le prestige, etc. Le monde professionnel, bah, tu vas leur dire quoi, on va vous motiver parce que on va réaliser un audit. Bah, je pense qu'il faut trouver, tu vois, il faut trouver d'autres axes de motivation. Et je crois que je réfléchis tout haut avec toi. Je dirais le bien sûr. truc comment je motive mon collectif, c'est finalement pouvoir trouver des moyens où on leur montre Ouais. qu'on avance, si tu veux. On, Ok. on- on avance d'un point de vue collectif, donc on avance ensemble, mais aussi qu'ils se sentent intégrés dans cette avancée et qu'ils le voient aussi sur eux, leurs qualités personnelles, que ce soit hard skills ou soft skills, de se dire, oui, ok, je progresse parce que le collectif progresse. Et donc, ils se sentent intégrés dans cette avancée. En fait, ce que tu dis, c'est qu'en fait, dans le sport, il y a une destination claire dans le GPS et on sait qu'on va jouer tel truc. Et tu dis dans l'entreprise, en fait, moi, mon rôle, c'est plutôt le mouvement. Hein, c'est ça que tu dis, en fait. Tu dis, peu importe où on va, moi, ils vont trouver leur motivation dans le mouvement. Dans le mouvement. Ouais, peu Bien importe sûr, s'il n'y a pas de destination précise. accompagné de l'objectif, la vision qu'on avait qu'on discutait au début de l'entretien. Mais parfois, c'est des visions, tu sais, tellement loin dans le temps.
que tu dois pouvoir les recentrer sur le moment actuel et de leur dire voilà où on en est. Regardez peut-être ce qu'on a fait, ce qu'on a accompli sur cette dernière année. Regardez ce qu'on veut accomplir, ce qu'on va accomplir ensemble sur l'année qui vient. C'est pouvoir les recentrer en fait dans le temps. Ouais, ok, super. Et toi, globalement, peut-être une dernière question, je regarde, la dernière question qui sort, c'est qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie au moment où tu t'es lancé dans ce challenge-là, de devenir manager, en fait, c'était quoi ce truc que tu avais en toi et qui t'appelait à faire ce job-là? En fait, c'était une évolution. Bah, d'une part, c'était une évolution. J'espère pas paraître prétentieux en disant ça, mais c'était une évolution un petit peu naturelle Ouais. d'arriver à un stade où j'ai montré la crédibilité bah, déjà de Hardskill et de pouvoir mener certains projets à bien. C'est le projet dans des sociétés comme la tienne, c'est-à-dire que ça fait partie d'une forme de parcours et que tu avais complété à ce moment-là, ouais. Mhm. Ouais. Et ouais, je crois que c'est ça, c'est ensuite me dire, bah, ok, j'ai démontré quelque part les bonnes capacités pour recevoir, si tu veux, une responsabilité supplémentaire et pas une responsabilité des moindres, une responsabilité qui est de euh, travailler avec l'humain. Ouais, C'est plus une compétence hard skill où tu vas relire un document, analyser des données, ci et ça. Là, ouais, c'est une responsabilité où tu as un réel impact, une réelle influence sur la vie d'un être humain. ouais, ok, À la fois, enfin, principalement professionnel, parfois un peu dans le privé également, mais indirectement, ouais. c'est cet impact, en fait, où en fait, il faut être conscient que un manager a possiblement un réel impact sur un être humain. Ouais, Et, et c'est pas que c'est pas du tout une sorte de foi, mais de me dire, ah, j'ai cette possibilité-là, ben, je sais que c'est une responsabilité importante. J'ai envie de la saisir. C'est un challenge. J'ai envie de le faire, mais je le fais de manière, évidemment, très, très prudente. ouais, bien sûr, ok. Donc le sens un peu de la responsabilité, et puis ce truc de l'impact. Ok, je trouve que c'est pas mal comme mot de la fin. Écoute, merci, tu t'en es sorti avec brio. Dernière question qu'on pose à tous nos invités. Ça serait qui un atomic leader que tu as envie d'entendre à ce micro si jamais j'ai l'occasion d'interviewer? Très, très bonne question. Écoute, la personne qui me vient en tête, c'est un ami qui s'appelle Mathieu Van de Castel. Ok, Et j'aime beaucoup sa méthode parce que quand je discute avec lui, je retrouve un peu des similitudes, mais parfois il m'apporte de nouvelles choses quand on discute de management. Et je sais qu'il est très, très axé, lui, sur la gestion par la bienveillance. ok, Bien très sûr, clair. par la bienveillance avec son staff. Et je pense qu'il a des choses à raconter là-dessus. Ok, super. Bah écoute, j'espère qu'il aura 20 minutes à me consacrer. En tout cas, Mathieu Van Castel, l'invitation est lancée. Écoute, Martin, merci beaucoup. Franchement, c'était super de faire ce deuxième épisode avec toi. Je sens que à ton contact, j'ai progressé par rapport au premier. Et puis, bah, j'espère continuer. J'espère que ça t'aura servi aussi. Et puis, bah, à bientôt. C'est super. Merci beaucoup, Romain. Merci encore pour l'invitation. Bye bye. À bientôt.